Bonjour à tous et bienvenue sur le Hermescast. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau avec Karl. Karl que j'avais déjà invité il y a 4 ou 5 épisodes. Karl, si tu veux, je te laisse te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas, pardon. Yes, avec plaisir. Du coup, moi, aux dernières nouvelles, c'est toujours Karl, hein. Je suis depuis peu passé coach en force athlétique, donc discipline où je suis athlète depuis maintenant à peu près 3 ans. Et puis voilà, ceux qui veulent, ceux qui sont un petit peu curieux, vous pouvez aller chercher ma page sur Instagram, donc karl.tb pour voir le travail que je fais. Euh, et puis les perfs que je poste de temps en temps, quoi. Voilà. Des pères bien énervés comme on les aime. Ouais, ça va. Ouais, n'hésitez pas. Ouais, allez, il est modeste. Je mets toutes les informations dans la description. Le sujet du jour, comme vous l'avez vu sur le titre, ça va être, on va parler du burn-out sportif. Donc, je mets bien burn-out avec des guillemets parce que on va voir dans ce podcast que les termes sont par moments un peu mal utilisés à tort même. Écoutez, pour introduire ce podcast, moi, je vais te poser une question, Karl. C'est qu'est-ce que le burn-out sportif? En tout cas, est-ce que tu pourrais m'expliquer à peu près la vision que les gens ont de cette phrase, de ce mot, et me donner toi ta vision du burn-out sportif? Alors déjà, la définition, moi je ne l'ai pas exactement sous les yeux, mais la définition propre, au sens propre du terme, le burn-out, on va dire que c'est un épuisement cognitif, émotionnel, qui peut aussi être physique, qui est souvent lié à une surcharge en fait, une surcharge de travail, donc pareil, encore une fois, souvent émotionnel, cognitif. Donc comme je t'avais dit en amont, c'est vrai que dans le sport, souvent c'est un petit peu quelque chose qu'on utilise un petit peu à tort. Donc j'en avais discuté parce que j'ai la chance d'avoir un de mes clients qui travaille dans le médical. Et en fait, le burn-out, c'est une vraie pathologie. Il faut savoir que c'est vraiment quelque chose, enfin, c'est pas encore, il me semble, reconnu comme tel. Par contre, les dépressions, l'anxiété qui peut être associée, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre pathologique. Et à mon sens, c'est important quand même de le préciser parce qu'aujourd'hui, on en voit un peu à tout va, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets. Peut-être juste parce qu'au final, une séance s'est mal passée. Alors qu'en réalité, c'est quand même quelque chose, c'est un vrai état qui est vraiment, qui dépasse juste le fait d'être un peu peut-être mélancolique ou un peu triste parce qu'une séance s'est mal passée, par exemple. Ok. Donc, en gros, si on devait résumer, c'est vraiment un épuisement du système nerveux qui mène à un état de déprime extrême, le burn-out. Ouais, exactement. C'est plutôt comme ça au sens Et quand on propre de dit la. déprime, c'est pas déprime comme tu le disais, ouais, je suis triste, c'est de la déprime physique, c'est Exactement. la fatigue extrême, etc. Ouais. Ok, Exactement. déjà, ouais, c'est intéressant que tu introduises avec ça parce que le burn-out, c'est vraiment une pathologie qui va mener un individu lambda à devoir arrêter son travail du jour au lendemain, non pas parce qu'il n'a plus envie, mais parce qu'il ne peut plus physiquement, en fait. Je pense que c'est encore un peu une pathologie un peu inconnue, dans le sens où on ne saurait pas dire exactement ce qui se passe, dans le sens où ça rejoint pas mal de choses, la dépression, l'anxiété, etc. On va dire que c'est les mêmes bases. C'est le système nerveux, je pense, sympathique qui se suractive et qui amène à des sécrétions un peu trop extrêmes de certaines hormones et qui amène de la fatigue chronique, tout simplement. Exactement. Mais momentanée, en fait. Je pense que ça la différencie de la fatigue chronique. C'est momentanément un de fatigue du coup qui arrive et qui te met KO, quoi. Là, on a défini du coup ce que c'était le burn-out. Maintenant, le lien avec le burn-out sportif, du coup, c'est vraiment ce que je veux moi introduire dans ce podcast, c'est faire comprendre en fait qu'aujourd'hui, tu peux avoir, pour diverses raisons qu'on va avoir dans le podcast, du coup, ce sentiment de fatigue vraiment extrême pendant ou suite à un bloc. Tu peux sentir aussi un agacement vis-à-vis de ta pratique. Pareil, parce c'est multifactoriel en fait. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte qui font qu'aujourd'hui ta pratique peut te saouler. Mais déjà, on introduit en disant que non, à 99%, enfin, tu as 99% de chances que ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas un burn-out sportif. Exactement. Et du coup, c'est ce qu'on va expliquer dans ce podcast. Mm. Moi, j'aimerais qu'on commence par déjà définir les signes, les symptômes un peu de le vrai burn-out, que les gens déjà puissent enlever certains symptômes de Mm. leur ressenti d'aujourd'hui. Je propose en donnant le premier. Pour moi, ça va être la fatigue extrême, mais pas cette fatigue qu'on peut ressentir le matin quand on se lève en mode ah, je suis mal réveillé, ou le soir quand on a fini une journée. C'est vraiment une fatigue qui te suit au long de la journée et n'importe quel stimulus, en fait, ne va rien y faire. Dans le sens où, généralement, dans la journée, on arrive à s'activer, dans le sens où, là, on a une tâche à un moment T à faire.
quand on se met dans la tâche, bah, généralement, on sent plus la fatigue parce que notre corps se met en mouvement, etc. Là, c'est malgré le mouvement, malgré la caféine, malgré je sais pas, le stimulus de l'exercice, ton corps n'arrive pas à se mettre en mouvement en fait. C'est typiquement, tu arrives à la salle, tu es sous la barre, mais en fait, tu as beau te hype, tu as beau prendre ta caféine, tu as beau être plein en fait d'envie et d'énergie, bah, en fait, tu n'arrives pas à activer ton corps. Et c'est là où justement on peut dissocier fatigue physique de fatigue nerveuse en fait. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ça, Karl? Moi, globalement, je te rejoins exactement là-dessus. Ce que moi, je rajouterais surtout, c'est savoir si c'est du chronique ou de l'aigu. Parce que ça arrive, en fait, on fait un sport qui est très nerveux. Donc, de la fatigue va y en avoir, parce qu'on cherche justement à pousser un peu à l'extrême par moment. De la fatigue, c'est normal qu'il y en ait. Maintenant, quand on arrive sur vraiment ça s'accumule sur des longues périodes, donc on est plutôt sur quelque chose qui est plus aigu, mais là, c'est chronique. Là, c'est là où je vais vraiment mettre un stop. Généralement, essayer de faire un diagnostic avec la personne, voir en fait là si déjà au niveau des variables externes, comment ça se passe aussi, parce qu'il y a aussi d'autres signes, par exemple, c'est tout bête, mais une personne souvent qui est un petit peu dans cette zone-là, malgré un bon quota de sommeil, elle se sent constamment épuisée. Ou alors carrément il y a des troubles du sommeil qui peuvent s'installer aussi, des troubles digestifs aussi, parce que l'intestin, enfin le microbiote est relié aussi au cerveau, donc ça peut jouer. Et moi, c'est surtout aussi vraiment cette notion de dans quel laps de temps ça perdure, et quand ça dépasse vraiment, on va dire, la semaine ou peut-être d'aller 2, là, je vais commencer vraiment à poser les bases. Ouais, ce que tu veux dire par là, c'est que c'est normal, par exemple, de commencer à ressentir de la fatigue qui peut être par moments un peu abusée en fin de bloc, mais c'est venu progressivement et il y a une explication à ça. Ou alors, pareil, si au niveau des facteurs externes, je sais pas, un changement de taf, une relation amoureuse qui se passe mal ou je ne sais quoi, en fait, toutes ces choses peuvent perturber en fait l'organisme au sens physiologique du terme, parce que encore une fois, il y a des sécrétions. On peut en revenir, voilà. Par exemple, le matin, je me lève, je suis vraiment fatigué, j'ai du mal à démarrer. Peut-être que c'est parce que tes surrénales, elles sont overstimulées constamment et du coup, ça crée des dérèglements et le pic de cortisol du matin intervient plus tard. Enfin, il y a énormément de facteurs au niveau de la fatigue et du coup, oui, comme dit Karl, il faut savoir identifier d'où vient ma fatigue et est-ce que c'est normal que je sois fatigué? Parce qu'encore une fois, le burn-out, c'est quelque chose, entre guillemets, d'anormal. C'est quand ton corps il ne sait plus réagir. Par contre, c'est normal, encore une fois, d'être fatigué en fin de picking parce qu'on cherche justement cette fatigue. C'est normal d'être fatigué quand, je sais pas, changement de taf, on passe sur un 35 heures super épuisant ou alors, je sais pas, on lance son entreprise et du coup, ça nous met KO. En soi, la solution, ça va juste être de redescendre l'intensité. Tout comme un picking, après un picking, on fait un bloc d'intro où on redescend l'intensité. Et en fait, le burn-out, c'est ce moment où des fois, on a l'impression d'être au top, d'être à fond, et en fait, du jour au lendemain, tout se crache. Genre, généralement, le burn-out, on ne le sent pas venir. Moi, des témoignages que j'ai eus, tu vois, là, on parle du vrai burn-out, le mec bien sûr. qui travaille d'arrache-pied, etc. En fait, toutes les hormones liées à cet effet un peu sympathique de j'arrive à enchaîner boulot sur boulot et en fait, je sens pas la fatigue. Et en fait, au bout d'un moment, ton corps, il crache. Et toi, tu étais là, putain, hier, j'étais au max. Je pouvais enchaîner mon boulot, etc. Et ce matin, j'arrive pas à me lever. Et genre, pendant un mois, ça va être très compliqué pour moi d'assumer, quoi. Et ça, c'est le burn-out. Tandis que, ouais, quand on rentre dans cet effet un peu chronique, pour moi, ça peut mener au burn-out. Je suis d'accord avec toi. Dans le sens où, forcément, si tu ne règles pas ta fatigue chronique, voilà. Mais au sens propre du terme, ça va être le côté aigu qu'il faut prendre en compte. Genre, c'est ça qui est anormal pour moi. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Quand c'est chronique, généralement, c'est prévisible et c'est explicable par un facteur externe. Ouais, c'est vrai que par contre, quand tu prends, si on prend du côté chronique, ça peut très simplement s'expliquer aussi par une phase de picking aussi, par exemple. Ouais. Donc, du coup, là, oui, on peut l'anticiper. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que quand ça vient d'un coup, sans prévenir, ouais, c'est vrai que là aussi, il faut se poser des questions, même si je pense qu'il y a toujours des petits red flags quand même infimes, mais qui peuvent vite passer inaperçus. Mais il y a quand même des signes, des petits signes avant-coureurs, je pense. Et parfois, il y a aussi un petit peu de la déréalisation, si je peux dire ça comme ça, pour un peu se dire non, c'est tranquille, juste un petit café, ça va repartir. On voit que ça ne marche pas, on en prend un deuxième.
Dédicace à tous ceux qui prennent 1 gramme de caféine là, pour s'entraîner. Ça va être encore pire parce que vos médulos surrénales, elles sont en PLS. Ouais, c'est ça. Mais ouais, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que le côté aigu aussi, il n'est pas à prendre à la légère, au contraire. Ouais, c'est ça. Mais on va dire que pour moi, le côté chronique est moins dangereux que le côté aigu. Dans le sens où le Ouais. côté aigu, en fait, il peut te. Chronique, ça s'installe dans la durée, donc il est dangereux de par le fait qu'on s'adapte et qu'en fait, au bout d'un moment, on accepte cette fatigue, ce qu'il ne faut pas faire. Et il faut rester dans le mouvement, donc il faut toujours combattre ce qui est négatif pour nous. Mais ce côté aigu, en fait, des fois, il te met une patate et généralement, si tu n'es pas assez fort, tu t'en relèves pas, tu vois. Quand tu n'as pas envie de t'en relever, en tout cas. Et c'est un peu ce qui arrive à certains power. Donc là, on a défini. On est d'accord. 80% du temps, le power qui se dit en burn-out, il n'est pas en burn-out. Il est juste, c'est ce qu'on va parler juste après, il est peut-être lassé, il en a peut-être marre de s'investir, il est peut-être fatigué physiquement, mais il est tout sauf en burn-out. Donc là, on fait une croix sur ça, on dissocie et maintenant, du coup, on rentre dans qu'est-ce qui peut amener justement ce sentiment de lassitude, un peu d'énervement contre sa pratique, je sais pas, cette petite fatigue physique aussi qui arrive. Moi, j'aimerais que, peut-être par ton témoignage et par le mien, on explique un peu ce qui peut se passer en fin de picking, parce que je pense que ça peut être intéressant. Nous tu vois, je sais pas combien tu as fait de picking dans ta vie, mais moi, j'en ai fait plus d'une dizaine, tu vois. Genre, je suis un peu habitué à ça. Typiquement, toi, est-ce qu'il y a un symptôme, tu sais que c'est normal parce que ça arrive en fin de picking et tu arrives à le gérer à ce niveau-là, mais si tu n'étais pas averti, quelque part, tu t'alarmerais un peu et tu commencerais à te poser des questions, quoi. Ouais, clairement. Moi, celui qui va vraiment revenir, il y en a deux principalement. Et là, le premier, je sais que c'est vraiment la merde. C'est quand moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup se hyper. En fait, je suis vraiment un profil qui marche beaucoup à la hype. Et c'est quand je vois que j'ai beau me frapper la tête partout en fait, ça répond pas. Tu as l'impression qu'il y a tout le monde nerveuse, il n'y a pas de patate, il n'y a pas ce truc. Donc là, déjà, ça, c'est le plus gros. Et le deuxième, surtout que je vais retrouver, ça va être la sensation, tu vois, d'un sommeil qui est pas réparateur. Tu te réveilles, tu as l'impression d'avoir fait une sieste. Et c'est même parfois associé, c'est véridique ce que je dis, moi, je rêve de mes séances. Je rêve que je suis en train de m'entraîner. Et au final, l'impression d'encore plus en suer pendant que je dors, tu vois. Donc, c'est pas réparateur. Et là, souvent, je sais que souvent, en fait, ça se déclenche sur des gros fins de bloc, des fins de pic. Et ça disparaît tout de suite, en fait, dès qu'après, soit la compétition est passée, on repart sur une phase d'intro, soit on repart sur une semaine de transition où on déload, etc. Et ça passe tout de suite. Donc, je le sais direct. Ok. Moi, c'est marrant parce que, bon, forcément, on se rejoint forcément un peu, mais moi, le plus gros truc, ça va être l'anxiété. Oui, ouais. Moi, non, mais moi, les fins de bloc, c'est limite. Genre, je tape des crises d'angoisse à l'entraînement. Genre, tu sais, tu es assis et tu vas avoir le cœur qui tachycarde d'un coup, ou alors, genre, moi, je déréalise beaucoup dans le sens pathologique du terme. Je coupe un peu En fait, la déréalisation, c'est un processus de protection vis-à-vis de l'environnement. Quand ton corps juge que l'environnement devient agressif, trop agressif pour toi, il déréalise. Donc, ça veut dire qu'en gros, il y a comme un flou qui se met devant toi, un voile d'invisibilité, d'irréalité. Et en fait, tu as l'impression que ton environnement n'existe plus. Il n'est pas réel. Sauf que toi, tu es conscient que tu es dans la réalité, donc c'est assez désagréable. Et moi, j'ai eu dans ma vie, il y a des trucs qui se sont passés qui ont fait que j'ai eu ça pendant 2 ans non-stop, en fait. Et aujourd'hui, en fait, je sais que quand j'arrive en fin de picking, vu que mon anxiété est au plus haut, je recommence à avoir ce symptôme. Et c'est tout ce qui mène à vouloir en finir très vite de ce picking, honnêtement. Et aussi, l'anxiété à l'entraînement, en mode, t'es là, t'essayes d'être... t'es avec tes potes et tout, c'est cool, mais t'es là, tu commences à taper une crise d'angoisse. Juste parce qu'en fait, t'as pas peur, en fait. T'as pas peur physiquement, genre, t'es dans un espace sain. Peut-être t'as peur de ta barre, mais ça, c'est normal. Mais moi, c'est vraiment en mode, mon système nerveux sympathique est tellement stimulé, je vais tellement haut en intensité que en fait, il y a un moment, c'est comme s'il crache et il commence à être déréglé, quoi. Vous voyez un système qui se prend, je sais pas, un coup de pied et après il fait c'est la même chose dans mon cerveau, il se passe un truc. Et du coup, pour revenir de ça, pareil, je redescends l'intensité légèrement. Par contre, je suis proactif. Donc, je vais marcher, respiration nasale. J'essaie de bien manger pour qu'au niveau intestinal, il n'y ait pas des mauvaises choses qui se créent. J'essaie de bien dormir, etc. Mais pareil, là où je te rejoins, c'est que le sommeil, voilà, quoi, il est forcément impacté. T'arrives dans ton... Moi, c'est ce qui se passe, c'est que j'arrive dans mon lit et mon corps, il veut pas dormir. Je suis fatigué, hein, mais genre je suis là en mode, j'ai trop de... En fait, l'anxiété crée énormément de confusion mentale et du coup, je réfléchis trop.
Ce qui Ouais, fait que, et en plus, quand t'es en picking, généralement, c'est que tu as une échéance, tu vois. Et l'échéance, pareil, te fait stresser. Donc, c'est un tout qui mène généralement à l'épuisement, ouais. Moi, cette anxiété mène vraiment à l'épuisement. À la fin, j'en ai marre, tu vois. Genre, je suis là en ouais. mode, allez, je vais faire du power building ou Ah, c'est le clair. fameux. Mais ouais, du coup, on va dire que c'est ça les deux grands symptômes, entre guillemets, de la fatigue induite par un picking. Et encore une fois, pour moi, c'est pas un burn-out. C'est normal. En fait, est-ce que tu veux peut-être en discuter, mais la fatigue fait partie de la performance. Dans le Bien sens où sûr. quand on n'est pas fatigué, bah, l'influx nerveux va pas être le même. La réponse aussi motrice, quelque part, va pas être la même. Enfin, je sais pas si tu t'es déjà senti trop frais, et en fait, le fait d'être trop frais, ça te permet pas de performer. Ça te parle ou pas? Bien sûr, ouais. Ouais. Mais ça nous est, mais même si on pousse à l'extrême, ça nous est tous arrivé de se dire, bon, bah, là, aujourd'hui, j'ai dormi peut-être 12 heures, j'ai rien fait de la journée, je suis resté dans le canapé, donc là, bah, ce soir, ça va être incroyable parce que je vais être trop en forme, j'ai rien fait. Et Ouais, je te spoiler, jure. t'arrives et la séance, elle est éclatée. Mais elle est éclatée, il n'y a aucune commande, ça répond pas. Et à l'inverse, peut-être des jours, bon, tu arrives fin de journée, 18 heures, tu as une journée de boulot dans les jambes, etc., ou d'études, peu importe, parce que c'est aussi très cognitif. Et pourtant, bah, la séance, t'es vachement en forme. Et ça arrive, bah, moi, ça arrive très souvent, même dans des retours, des fois en période de vacances aussi. Donc, on dit, bah, je vais Ouais, être en vacances, donc là, c'est bon, je vais pouvoir performer et tout. Et des fois, c'est un même pire l'effet, moment. ouais, c'est l'effet inverse des fois qui se produit. Donc ouais, enfin, c'est des données qu'on peut prendre en compte, mais faut pas, c'est pas noir ou blanc. Faut pas se dire d'un coup j'arrête tout et donc forcément bah, le niveau de performance va augmenter Ah, parce que le niveau de perf en fait il est corrélé quelque part un peu avec le niveau de fatigue. C'est pour ça que pendant un picking, bah, les sensations souvent elles sont atroces. On est très fatigué, il y a de l'inflammation de partout. Et pourtant, c'est l'essence même du terme performance. Hein, c'est un état qu'on ne peut pas maintenir dans le temps. Et là, en gros, on va essayer de, si je peux utiliser ce terme-là, surcompenser un moment T, mais par contre, c'est pas agréable. Et à l'inverse, quand on a une semaine vraiment, par exemple, si on prend une semaine full off, bah effectivement, on va avoir peut-être cet état un peu plus de fraîcheur, mais le niveau d'entraînement, quand on va revenir, ça va être au début, ça va être un peu désagréable parce qu'on et si on n'est pas averti de ça, on peut se dire, bah je comprends pas. Euh, j'ai l'impression que je suis frais, pourtant je suis pas fort. Et à l'inverse, je suis fatigué, pourtant je suis fort. Et donc là, je pense qu'après, bah, pour ceux qui, en tout cas, ont un coach, bah, c'est là où justement il faut en parler. C'est très important de communiquer là-dessus, je pense. ouais, clairement. Clairement, et c'est là où on peut voir les plus grandes erreurs aussi au niveau programmation. C'est le taper qui est beaucoup trop agressif. Et Ouais, en fait, que tu te retrouves désentraîné le jour J. Parce qu'en fait, on a tendance à croire que, OK, je pique, je me fatigue à mort, et ensuite, une semaine, je coupe tout, je descends de 20% mon volume et mon intensité. Et en fait, tu te retrouves le jour J, tu te dis, oh, trop bien, j'ai plus aucune tension de mon picking, je suis frais, etc. Tu arrives sous la barre, en fait, il n'y a aucun influx nerveux. Tu n'arrives pas à produire de force, en fait. Alors qu'au contraire, il y a certaines programmations, tu vois, moi j'ai déjà testé, hein, où en fait, bah, au lieu de faire un taper, ma semaine 4, c'est une semaine bah, où il y a eu une incrémentation, et il y a pas eu de redescente, quoi. Et le mec, bah, il est censé être super fatigué parce que bah, il a eu des formats assez taxants, etc., et qui de semaine en semaine ont été incrémentés, mais en fait, de semaine en semaine, il est de plus en plus fort. Alors que techniquement, il doit être de plus en plus fatigué, tu vois. mm, C'est là où on se rend compte que la fatigue, si elle est bien gérée, elle a vraiment un lien direct avec la performance. Le truc, c'est comment justement ne pas aller au-delà, enfin, comment éviter d'aller au-delà et du coup dans la zone rouge où là, ça va être contre-productif. Et donc, moi, je pense qu'il y a plusieurs thématiques comment dire, sur lesquelles on peut discuter. C'est par exemple la lassitude. La lassitude d'un entraînement qui va amener, je sais pas, l'inaction ou le fait de subir son entraînement et que ça va amener de la fatigue, entre guillemets, mentale, etc. Et qui peut faire, comment dire, cet effet un peu, bah, ouais, je suis en plein burn-out sportif parce que je suis ouais, lassé de mon sport, quoi. mm. Comment pallier à ça, par exemple, la lassitude? Bah déjà, comme j'ai dit, le premier point, il faut pas hésiter en fait à en parler directement au coach qui gère la programmation, s'il y en a un. Et dans un premier temps, mettre en place du coup, moi en fait, ce que j'essaierais peut-être de faire, c'est un peu prendre ça en compte et leurrer, entre guillemets, un petit peu l'athlète en faisant varier peut-être les formats. Donc, typiquement, changer, on va dire, on va prendre un exemple classique, un straight set, et ben peut-être mettre en place un ramp-up pour Ouais, que du coup, on leurre un petit peu, on se dise, ah bah, du coup, ça change. Ça va pas être la même chose. En plus, j'ai une gamme montante, donc ça va être peut-être un peu plus agréable. Je vais pouvoir me challenger sur des charges peut-être plus lourdes à la fin et un peu plus de variété. Donc, du coup, on sort peut-être un peu de la redondance.
Donc c'est pareil, un format top set back-off peut-être, mais c'est vrai que j'ai remarqué quand je testais avec le ramp-up, il y avait il y avait des meilleures conclusions parce que souvent en fait le top set ça allait, puis les back-off derrière, boum, d'un coup ça repart un Ouais. petit peu dans les travers. Donc par exemple des choses comme ça. Si vraiment on est en période de hors saison, ben peut-être si vraiment là il y a on va dire un gros ras-le-bol, peut-être délester un petit peu, enfin rééquilibrer dans la balance, diminuer un petit peu les complifs, la fréquence sur les complifs, peut-être mettre un peu plus de travail sur de l'hypertrophie entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, enfin sur l'exercice d'assistance. Enfin voilà, mettre de la variété. Même des fois, ça peut arriver juste soit diminuer ou augmenter la fréquence d'entraînement, même augmenter, par exemple, passer de 4 ou de 3 à 4 jours, mais avoir des séances beaucoup plus courtes. Et du coup, en fait, j'ai remarqué qu'il y a parfois un effet qui est intéressant, c'est que du coup, la personne, elle va à la salle, elle se dit, bon, j'en ai pour 1 heure et demie, allez, je me défonce juste 1 heure et demie, je rentre, et il y a moins cet effet de saturation. Donc, j'en fais moins, mais par contre, je fais mieux. Ouais, je suis clairement d'accord avec toi. Maintenant, il y a un truc quand même. Il y a un truc à rappeler. Le powerlifting, si tu veux performer aujourd'hui, il y a des concessions à faire. En ce moment, je regarde pas mal d'interviews de sportifs, d'ailleurs, qui ont fait les JO et qui ont performé aux JO, etc. Et ce qui ressort souvent de leurs propos, c'est je déteste m'entraîner. C'est chiant de m'entraîner. J'aime pas m'entraîner. Je voyais Léon Marchand qui expliquait que non, c'était Manodou. Manodou, il expliquait qu'il détestait nager. Il détestait nager, que vraiment bah, s'entraîner, c'était pas, enfin la piscine, c'était pas sa passion, etc. Et en fait, ben, quand tu regardes quand tu regardes ces explications d'un point de vue extérieur, un peu voilà, tu te dis oh, il est bizarre lui. Comment ça se fait qu'il pratique un truc qu'il aime pas forcément, etc. Qu'il aime pas trop s'entraîner, etc. Et en fait, quand tu le regardes d'un point de vue compétiteur, tu comprends directement ses propos. Moi, des fois, l'entraînement, j'ai pas envie de m'entraîner. Des fois, l'entraînement, c'est dur. C'est pas que c'est des fois c'est dur, c'est tout le temps dur. Bon, des Mm. fois, c'est un peu moins, heureusement. Mais en fait, c'est jamais une partie de plaisir à 100% comme si tu avais tapé un five avec tes potes ou un truc comme ça. Genre, c'est pas la même source de plaisir. Ça, j'en parlais d'ailleurs avec Nathan de Kaitu. Euh, en fait, part du principe que si tu fais du powerlifting pour performer, il va falloir du coup faire des concessions sur le côté loisir. C'est cool d'aller taper un RPE 10 avec tes potes à Basic Fit après 3 semaines de body où tu n'as fait que des assistances. C'est vachement cool. C'est cool pour le mental, c'est cool pour l'ego. Bref. Mais en fait, le powerlifting, c'est pas ça. Le powerlifting, c'est la création d'une dynamique qu'on va exploiter jusqu'à son paroxysme. Et en fait, ça induit énormément de fatigue, ça induit énormément de répétition, donc de lassitude de par le travail qui est répétitif. Et donc ça, c'est les éléments que tu dois prendre en compte si toi, aujourd'hui, tu veux devenir quelqu'un bah, dans ce monde-là. Si tu veux vraiment avoir un statut bah, d'athlète, c'était le podcast avec Karl qu'on a fait la dernière fois, c'est vraiment, bah, ok, je veux devenir athlète, je veux avoir des perfs, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Et ensuite, bah, être résilient et faire le taf. Maintenant, je suis d'accord. Il y a un moment, tu auras beau être résilient, etc. Si tu fais le même format pendant un an, à part si tu es vraiment névrosé et que du coup, bah, forcément, tu n'es pas forcément bien dans ta tête, mais tu n'en as pas conscience, bah oui, faut ramener de la variété. Faut jouer avec les formats, faut jouer avec les assistances, etc. Et c'est pour ça que moi, dans mon coaching, je donne beaucoup d'importance à la parole de l'athlète. À part si, si forcément sa parole est contre-productive pour lui-même. Mais il faut savoir écouter l'athlète, voir avec lui comment trouver bah, des stratégies pour justement, comment dire, biaiser un peu son cerveau. Dans le sens où l'athlète, il va avoir des envies qui vont pas forcément être productives pour sa progression. Bah, le travail du coach, ça va être de, OK, comment je fais pour tromper, entre guillemets, son envie? Typiquement, la personne qui déteste faire ses assists, mais qui a besoin de renfort fondamentalement pour sa progression, pardon, bah, tu vas lui mettre des mouvements plutôt spécifiques, mais qui vont avoir pour but de travailler sur un range plutôt élevé et avec un recrutement musculaire plutôt maximal pour bosser l'hypertrophie. Je sais pas, le mec, il n'a pas envie de faire de chest press, de vis-à-vis, de je ne sais quoi. Tu lui mets un closer grip en x8, et ben on se rapprochera un petit peu plus de ça. Donc, il aura ce côté, je fais pas mes assistances parce que c'est un truc qui me lasse, j'en ai marre, etc. C'est le truc que j'aime pas dans la pratique. Bah, tu vas dans son sens en lui permettant de s'exposer à un stimulus qui est semblable, mais qui rentre dans, lui, sa ligne directrice de qu'est-ce qui me fait kiffer à l'entraînement.
pareil, il y a la personne qui aime pas en fait le power parce que faire un x4 faire x4 du bench par semaine, faire x3 du squat, faire des formats assez répétants comme du straight set, etc. Bah, écoute, tu lui dis, moi, je te propose un format où il y a moins de fréquences, il y a moins de volume, il y a moins d'intensité. Par contre, on va mettre ce volume, cette intensité, cette fréquence sur des assistances. Du coup, on va dire l'inverse du mouvement spécifique. Et peut-être qu'avec ça, en fait, même si c'est pas optimisé, la personne, elle va progresser parce que l'envie qu'elle va mettre à l'entraînement et l'énergie, du coup, qu'elle va gagner de par le fait qu'elle n'est plus lassée, de par le fait qu'elle ne fait plus une tâche, parce que c'est la tâche qui fatigue. Hein. C'est pas le fait de le faire. Généralement, quand tu es fatigué mentalement à la fin d'un picking, c'est que certes, c'est physiquement taxant, mais c'est aussi une grosse fatigue mentale. C'est le fait d'être constamment dans le power, en fait. Quand tu es en picking, tu es constamment dans le power. Tu penses qu'à ça. Donc le fait de dissocier la personne un peu de cet entraînement ultra taxant nerveusement et en fait de la tourner vers quelque chose bah, pas trop semblable, mais dans lequel elle va s'investir à 100% et de la bonne façon, donc elle va pas à la salle à reculons, bah ça va lui apporter des gains de par le fait qu'elle sera moins fatiguée, entre autres. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi c'est une question d'adaptation et d'écoute. Mais encore une fois, je dis pour la dernière fois dans ce podcast, le power, c'est pas fait pour tout le monde. Tu peux faire de la force loisir, mais le powerlifting au sens compétition du terme, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est ce que je disais la dernière fois. Moi, je suis coach avant d'être athlète. Parce qu'aujourd'hui, les ressources que ça me demande d'être un athlète et donc de performer au plus haut niveau que je puisse performer, bah, je ne pourrais pas le faire au parallèle de mon activité de coach sportif. Ouais, bien sûr. Mais du coup, je pense que, comme tu as dit, ce qui est intéressant, c'est pendant l'anamnèse, pardon, directement poser les bases, en fait, expliquer que c'est bien différent, enfin la différence entre la pratique du coup de la force athlétique plutôt loisir, plaisir, et la pratique vraiment orientée vers un aspect compétitif, vraiment la performance. Parce que, enfin, si on extrapole, c'est presque deux disciplines complètement différentes, finalement, si j'exagère volontairement le trait, mais ça ne va pas du tout demander la même implication. Et souvent, il y a, quand on parle de, entre guillemets, burn-out, encore une fois, souvent, ça vient aussi, j'ai remarqué, il y a un trop gros décalage entre les attentes et l'implication. On pourra reparler après aussi, mais de la motivation, donc une motivation qui est aussi souvent malheureusement extrinsèque et pas intrinsèque. Et du coup, en fait, tout ça, ça mène très souvent à ce fameux, encore une fois, entre guillemets, burn-out. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut être le plus clair possible dès le début. C'est ce qu'on avait dit dans l'autre podcast aussi. Quelqu'un qui vient et directement qui présente, qui pose ses ambitions sur la table, moi je veux tel titre, etc. Je pense que c'est le plus important, c'est d'être directement honnête et d'expliquer que c'est clair que c'est pas nécessairement fait pour tout le monde en fait l'avertir sur le sujet quoi, et peut-être l'orienter dans un premier temps ou alors sans lui le dire nécessairement, mais l'orienter peut-être vers une pratique un peu plus, on va dire, chill. Si ça répond bien, on continue petit à petit, mais le meilleur moyen de saturer tout de suite, c'est d'en fait d'entrée de jeu, arriver sur un truc bien bourrin, parce que ça, clairement, c'est 1% des gens qui pourront le tolérer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 3-4 blocs, ok, c'est ça le power, en fait, je sais pas si je veux continuer, etc. Et c'est dommage parce qu'on peut aussi, évidemment, ça a son lot de coûts-bénéfices, mais pratiquer sur le driver principal de l'adhésion et du plaisir. Par contre, si on veut être performant, pour moi, l'adhésion, ça reste toujours à prendre en compte, mais par contre, ça va être un peu moins prépondérant dans la balance. Et ça, faudra juste l'accepter. Et différencier aussi, bon là, je pars encore ailleurs, mais différencier, moi j'aime bien dissocier, on va dire, caprice et adhésion. Dans le sens où rajouter ou faire varier un format pour l'adhésion, ça je comprends. Mais par moment, on tombe un peu dans le caprice. Et du coup, j'aimerais aussi avoir peut-être des élévations latérales ou du mollet. Et au final, on s'oriente, si on écoute que ce discours-là, on s'oriente vers une pratique qui ne ressemble plus du tout à du powerlifting, mais plus finalement à du bodybuilding, finalement, enfin de la musculation. Et au final, c'est comme si on arrive tout de suite pour un coaching, c'est comme finalement vouloir s'inscrire au rugby, mais dire j'aime pas les plaquages. À un moment donné, ça va être compliqué parce que ça fait partie intégrante de la pratique. Et c'est clair que le powerlifting, c'est un sport de tryharder. Hein. Tu spammes toujours la même chose, enfin, peu de choses près, mais tu vas toujours spammer quelque chose. Des fois, pour même gagner peut-être que 2,5 kg. Mon bench en ce moment, par exemple, c'est que ça. Et t'en peux plus. Et c'est clair que si tu n'aimes pas cette routine, etc., la lassitude va venir. Mais par contre, on ne peut pas du coup parler de burn-out parce que, on va dire, cette personne-là, et c'est pas, on va dire, il n'y a pas de, comment dirais-je, pas pour dénigrer ou quoi, mais ne va juste pas aimer la routine.
Du coup, c'est Ouais, deux choses différentes. On ne peut pas parler de burn-out juste parce que toi, tu ne tolères pas ça et que, entre guillemets, pour toi, c'est trop dur ça. Donc, bah, burn-out. Alors que c'est pas mm. vrai en réalité. Ouais, pour en revenir à ce que tu disais par rapport au fait de commencer trop vite une pratique de façon trop bourrine, ça va vraiment être le rôle du coach, justement, d'avoir cet effet un peu, enfin, ce rôle un peu de pédagogue qui va t'expliquer que, ok, tu commences la force, bah, on va pas faire directement 4 fréquences ou je sais pas quoi, on va y aller progressivement. Moi, j'ai pas mal, sans citer de nom parce que c'est pas le but du podcast, mais j'ai pas mal d'athlètes qui sortent de coaching où ils étaient dans un coaching ultra spécifique, pas d'assistance des fréquences max sur tous les mouvements. Donc, ils sortent de ce coaching avec du coup un ras-le-bol, une fatigue ultra présente mentalement et physiquement, des douleurs et une progression qui a up d'un coup, mais qui est sur un plateau depuis 3-4 mois. C'est ça qui mène les athlètes à changer de coach. Et moi, en fait, quand je leur propose le plan d'intro qu'on va suivre, ils se disent ah ouais, en fait, moi, je coupe généralement le volume en deux, la fréquence en deux, j'augmente les assists. Et en fait, la personne au début, elle est dubitative parce qu'elle sort d'un système où, en fait, pour elle, le power, c'était le SBD only, la fréquence max, etc. Et elle se retrouve dans un truc qui ressemble un peu à du power building, même si je déteste ce terme, Ouais. qui ressemble à du power building. Et elle se dit, OK, ça va être compliqué, du coup, je vais perdre, je vais me désentraîner, Oui, oui. etc. Le désentraînement, on en parlera après, mais Excuse-moi, je te coupe, mais tu sais, le fameux ah ouais, mais là, ça va être trop facile, je peux augmenter. ouais, c'est ça. Genre en semaine 1, le mec qui te demande s'il peut augmenter. Ouais, Alors ouais. que justement, c'est le but, tu vois. Et du coup, je dis, t'inquiète, t'inquiète. Genre, bon, généralement, j'essaie de pas faire une transition trop agressive non plus parce qu'il y a un moment, il faut aussi respecter un peu la routine de l'athlète, tu vois. Mais bref. Et bah, le mec, il se rend compte qu'en faisant moins, en faisant plus de qualité et en travaillant réellement ce dont il a besoin, typiquement en virant les variations qui servaient à rien et en rajoutant justement des renforts spécifiques, ah bah tiens, je suis moins fatigué, je performe plus et je suis heureux à l'entraînement. Et en fait, ça, c'est une dynamique du coup que tu dois créer au début du coaching et que tu dois tenir, et c'est ça le plus dur, pendant l'entièreté du suivi. Parce que généralement, quand la dynamique est cassée, c'est là où le suivi s'arrête. Et donc là, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Ça va être aussi de la pédagogie. C'est OK, tu veux tes élévations latérales, tu veux ton leg curl, tu veux tes extensions mollets. Moi, je peux te les mettre dans ta programmation parce que mon travail, c'est de te satisfaire. Par contre, aie conscience que cette énergie, ce temps, c'est quelque chose que tu vas investir ailleurs que dans ce que tu voulais au début du coaching. Donc, dans la progression, dans l'augmentation de ton ARM. Donc ça, c'est OK. Si la personne, elle est OK avec ça. Si elle kiffe pousser des grosses barres, mais que son objectif, c'est d'être heureux à l'entraînement, et voilà, c'est OK. Par contre, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, forcément. Il y a toujours des concessions à faire. Maintenant, forcément, quand on est coaché par un bon coach comme Karl ou moi, bah, on a des entraînements qui sont cool, qui sont spécifiques et qui vous font aller d'un point A à un point B sans abattre toutes les cartes. J'en parlais la dernière fois, mais si vous vous entraînez 7 sur 7, que vous avez une fréquence max, que vous êtes full SBD, bah, vous attendez pas à trouver une solution quand vous allez stagner, parce que vous n'avez plus rien à abattre. Vous êtes déjà au... En fait, bah, il va juste falloir reprendre des cartes une par une et recommencer à zéro, quoi. Ok, j'aimerais qu'on parle des facteurs psychologiques et entre guillemets de l'entourage qui ont un effet sur le burn-out, genre juste la lassitude de l'entraînement, du power en fait. L'entourage, pour toi, est-ce que c'est un facteur qui est limitant, enfin, qui amène justement à ce genre de ras-le-bol? Alors, moi, personnellement, pour moi, je pense que dans Toi, 80, t'es bien, toi. Toi, t'es bien, toi. ouais, voilà, bah ouais, moi, Ouais, c'est moi, ça. personnellement, il y a 100% de Ouais, bénéfices. c'est ça. Genre bon Maintenant, il y coach, a, bonne salle, t'as tout qu'il ouais, faut, quoi. ouais, c'est clair. Moi, je suis clairement pas à plaindre. Et justement, plusieurs fois, ça carie. Parce qu'en fait, il y a tellement un élan, si tu veux, pour te donner un peu de contexte, il y a un virage. Tu arrives dans le virage, si tu as la vitre ouverte de ta voiture, tu entends déjà que ça braille, la musique, et en fait, c'est un zoo. Et donc, clairement, en fait, tu n'as pas le temps de réfléchir, tu es direct dedans, pardon, il y a de l'élan. Du coup, tout de suite, tu as de l'enthousiasme et tout, Hmm. et tout de suite, en fait, ça va mieux. Euh, et donc, il y a vraiment cette dynamique, cette atmosphère-là qui est ultra agréable et propice à la performance. Je vois peut-être un cas de figure où ça peut être péjoratif, ce serait peut-être, et encore, si tu arrives dans une salle, il n'y a que des monstres, tu viens de commencer,
Et du coup, tu es un peu en mode, bah, ah ouais, bah, du coup, moi je suis un peu nul, donc ouais, c'est pas pour. Ouais, Mais ou alors le genre t'es en bloc d'intro, t'as envie de max out parce que tes potes ils sont là à côté en mode ils tapent tes 1 RM, toi t'es sur ton sub 6 de début de bloc là. ouais, bah, euh, là, pareil, je suis pas là pour citer des noms, mais j'en connais plein. Non, mais il y a plein de cas où moi, je le fais pas parce que sinon, Moi tu m'as déjà dit des noms, tu m'as déjà dit il y a des gars, ils me follow sur Insta, je vois leur blaze. Hein. ah, c'est des fous, mais moi, je peux pas parce que si je le fais déjà, bon, bah, Stanley, il va m'allumer. Ouais, tu te fais allumer. Donc voilà, j'ai pas trop envie que ce soit le cas. Mais par contre, oui, du coup, et des fois même, tu te dis, ah ouais, moi aussi, si j'avais pas de proc, je ferais des singeries parce que Ah mais gros. ils arrivent. Mais après, en fait, encore une fois, du coup, on en revient à cette motivation. Bah, ces gens-là, en fait, ils s'entraînent. Le pourquoi je m'entraîne, il est vraiment intrinsèque. C'est vraiment, j'aime me dépasser, j'aime m'entraîner, et c'est aussi simple que ça. Donc, en fait, les conséquences, évidemment, ils restent humains. Donc, bon, bah, quand tu fais que de l'overshoot tout le temps, à un moment donné, c'est en dents de scie. Mais il n'y a pas du tout cet aspect de lassitude ou qu'on peut retrouver, bah, du coup, de burn-out, encore une fois, pour mettre des guillemets. Parce qu'en fait, Pour moi, attends, je te coupe, mais pour moi, ça viendra à un moment. À un moment, les gars, ils vont être lassés, en fait, parce qu'ils vont se retrouver blessés, ils vont régresser, etc. Tu vois. comment dirais-je, ouais, c'est sûr qu'ils sont perçus sur le long terme, mais généralement, c'est des gens qui veulent quand même progresser. Donc, tu discutes, ils voient que, ah, ok, en fait, les gens sont de bonne foi. Ok, il faut que je rectifie le tir là-dessus. Bon, bah, je vais essayer et après, ça vient comme ça. Donc, généralement, ça s'estompe quand même assez rapidement. Ouais. Mais du coup, ouais, pour revenir à ça, bah, en fait, c'est aussi simple que ça. La motivation première, le pourquoi je le fais, il dépend que de moi. Il n'y a pas de comparaison. C'est typiquement, par exemple, deux attitudes. Je vois quelqu'un sur les réseaux qui va performer. Bah, ce genre de personnes-là, je parle de ceux avec qui je m'entraîne, vont plutôt se dire, ouah, trop stylé, vas-y, peut-être que je peux faire ça aussi un jour, je vais me déboîter à la salle. Et ils vont surtout pas se dire, dans l'autre hypothèse, ah bah ouais, du coup, ça sert à rien de le faire parce que vas-y, c'est mort. Lui, il a 16 ans, c'est un sub-junior, il tire déjà 300 kilos en 66. Ça sert à rien que je m'entraîne. Et du coup, c'est hyper important, je pense, de parler de cet aspect motivation, parce que si, du coup, je vais y venir, mais si elle est extrinsèque, ce que j'ai remarqué pour beaucoup de personnes qui bah, souffrent un peu plus de cette lassitude, de ce burn-out, c'est que comme on fait un sport qui, bah, maintenant ça va mieux, mais qui est très jeune, comme on en avait parlé dans l'autre podcast, le haut niveau, il était facilement accessible. Du coup, la motivation première des personnes qui commençaient, bah, malheureusement, c'était je vais commencer parce que je peux vite atteindre ce haut niveau-là. Comme c'est plus le cas, et que la motivation, du coup, a priori, elle est plutôt extrinsèque qu'intrinsèque, elle n'est pas vraiment liée à moi, bah, du coup, on rentre tout de suite dans la comparaison. Et dès que on voit peut-être quelqu'un, une deuxième personne, un troisième athlète, au final 10 athlètes qui pop de sub-junior qui te mettent une tempête, et ben du coup, j'ai plus envie de m'entraîner, quoi. Parce qu'en fait, mon pourquoi, il dépend des autres, il dépend pas de moi. Et donc, bah, à ce moment-là, forcément, ça va être très compliqué de perdurer si on redresse pas, pardon, la source principale de motivation. Exactement, et on peut rejoindre aussi sur le côté entourage, qui est que bah, si vous regardez autour de vous, les personnes qui tiennent le plus longtemps dans le power et qui sont le plus assidus, c'est généralement ceux qui s'entraînent dans des salles de force, dans le sens où ils ont tout le contexte en fait qui pousse à, ok, bah, je vais à la salle, c'est devenu ma routine, c'est devenu ma maison, etc. C'est cool, plutôt que le mec qui s'entraîne à Basic Fit en heure de pointe et en fait qui, bah, dès qu'il va être confronté à de la difficulté ou de la routine dans son sport, bah, en fait, il va avoir beaucoup plus l'envie d'arrêter. Parce que vas-y, c'est chiant d'aller à Basic Fit en heure de pointe, de taper 3 heures de séance pour bah, pas de résultat, plus d'énergie à la fin de la journée et une perte de temps en fait. Donc, faut savoir choisir son entourage. Faut par moment bah, savoir investir dans son temps pour, je sais pas, aller s'entraîner dans une salle de force ou, je sais pas, chercher une salle associative près de chez vous. Si elle est un peu loin, bah prenez sur vous et allez-y. Genre, je connais des athlètes qui mettent genre 1 heure et demie, 2 heures à aller à leur salle pour pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions. En fait, le truc, c'est que si vous êtes mal entouré, entre guillemets, à la salle, alors je dis pas que les gens de Basic Fit ou de je sais pas quoi, c'est des mauvaises personnes, mais c'est juste que c'est pas c'est pas le bon endroit, au fait, où il faut travailler, quoi, pour pouvoir produire de la qualité. Bah, à ce niveau-là, il faut être proactif et il faut trouver une solution. Moi, je sais qu'à un moment, je ne pouvais plus m'entraîner dans une salle qui me permettait de bien m'entraîner. Bah, j'ai acheté un home gym.
Alors certes, c'est un investissement au niveau monétaire, mais ce que ça va vous rapporter plus tard ça sera beaucoup plus fructueux. Enfin, ça sera positif, quoi. Donc à ce niveau-là, il faut vraiment prendre en compte que l'entourage peut avoir un effet sur votre fatigue et sur la lassitude dans le power. Pareil, ça se passe mal dans votre salle de force avec les collègues. Pareil, vous allez avoir envie d'arrêter la force. Enfin, tout se rejoint, hein, c'est une question d'entourage. Donc, je trouvais ça intéressant d'en parler pour vraiment faire les bons choix. Entourez-vous en fait de personnes qui vous tirent vers le haut. À la salle, c'est cool de s'entraîner avec meilleur que soi, par exemple. Bon, alors, c'est pas donné aux gens qui sont très forts comme Karl, mais mais quand vous avez l'occasion, ouais, justement, servez-vous de ces personnes pour vous tirer vers le haut plutôt que de vous dire ouais, il est plus fort que moi, j'atteindrai jamais son niveau, faut que j'arrête le power, je suis nul, etc. Non, c'est ok, bah lui il y est arrivé, bah moi je peux y arriver aussi, quoi. Clairement. En plus, du coup, je pense que le meilleur exemple pour illustrer ça, c'est moi, comme je suis suivi par Stanley, Stanley qui s'entraîne à Luskov. Bon, tu regardes Luskov, va demander, je pense, à quelqu'un s'il va faire un burn-out. Je pense que ça n'existe pas trop. Ouais, c'est ça existe pas. Il n'y a que des monstres. Il y a une atmosphère qui est juste, c'est dantesque en fait. S'entraîner là-bas, c'est incroyable, je pense. Je suis pas encore allé malheureusement, mais j'aimerais aller un jour. C'est la Mecque du powerlifting. Non, mais en fait, clairement, bien évidemment que l'entourage joue, ça joue forcément. Et puis, au-delà de ça, forcément, il y a du lien qui se crée aussi, puisque ton collègue de base, si je peux dire ça comme ça, d'entraînement, moi, clairement, c'est le cas. Hein, c'est devenu littéralement des amis, au sens propre du terme. Et forcément, il y a aussi, après les entraînements, c'est un bon moment. Tu restes discuter peut-être 1 heure, des fois 2. Après, je sais pas, tu vas te taper, tu as fait ta fin de bloc, tu t'es fumé, donc tu vas t'envoyer 3-4 burgers et tu es encore avec tes potes. Enfin, tu vois, c'est au-delà de ça, il y a du lien qui se crée et forcément, l'atmosphère, du coup, ça renforce encore plus globalement toute l'envie qu'il y a autour. Moi, mes plus grosses perfs, je les ai sortis dans les salles où je me sentais le mieux. Hein. Et au contraire, alors les salles où je me sentais pas bien, tu vas à la salle à reculons et tu as envie d'arrêter la force parce que ça n'a plus aucun sens. Alors que si tu vas à la salle, tu vois tous tes potes et tout, tu te dis en fait, ma raison de continuer, c'est même plus la perf, c'est le fait que genre mes potes, ils sont là, quoi. Genre, c'est comme le mariage où t'aimes plus ta femme, mais t'as des gosses. Bah, tu restes parce qu'il y a les gosses, tu vois. Ah la Bref, aussi, il faut parler un peu de l'importance de l'équilibre. Hein, dans la lassitude, ça joue énormément et dans la fatigue aussi. Si votre vie, elle est axée uniquement sur le powerlifting et qu'en fait, il n'y a plus que ça qui compte, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Quand tout se passe mal, il n'y a rien qui vous raccroche à quelque chose de cool, quoi. Et donc, quand tout se passe mal, tout se passe mal dans votre tête aussi. Donc, le but du jeu, ça va être de trouver un équilibre pour, d'une part, quand vous êtes à la salle, vous avez toutes les ressources pour envoyer dans votre séance et du coup, pour vous impliquer à 100% dans le powerlifting. Par contre, quand on sort de la salle, il faut savoir aussi couper le cerveau. Alors là, je pense que vous ne parlez pas aux 2 meilleurs exemples, mais c'est différent. Nous, notre métier, c'est le coaching, etc. Et forcément, moi, des fois, j'aimerais justement pouvoir couper, mais couper complètement. Genre, je le disais hier avec des potes, mais ne pas dire une seule fois dans la journée squat, bench ou deadlift. Mais ça arrivera si j'arrête en fait ce train de vie. Mais si vous, aujourd'hui, vous êtes athlète, entre guillemets, que même, voilà, il n'y a pas de responsabilité au niveau du travail, etc., ou de lien, profitez-en en fait. Allez à la salle, défoncez-vous, pensez 100% power, sortez de la salle, on coupe le téléphone, on coupe tout en fait et juste on fait autre chose. Et ça, je pense que ça va vous sauver, du fameux burn-out, hein, parce que honnêtement, c'est le trop-plein en fait. Burn-out, on devrait remplacer par trop-plein du powerlifting en fait. C'est pas le burn-out du sportif, c'est le trop-plein du sportif pour moi. Ouais, c'est clair. C'est encore une fois, je pense que ça t'est arrivé. C'est déjà arrivé aussi. Le meilleur exemple, c'est quand tu t'es tellement omnubilé par ta séance, tu y penses toute la journée. Et tu arrives, en fait, quand c'est l'heure de faire ta séance, t'es cuit, en fait. Parce que t'es cuit, ouais. Ouais, t'es cuit. Et donc, c'est cette histoire vraiment d'interrupteur on-off. Ou alors, on peut utiliser n'importe quelle image. Hein, changer de casquette, tu arrives à la salle, tu switches sur la casquette côté peut-être athlète. Tu sors, hop, côté pro, ou peu importe ce que tu fais. Là, c'est vie perso, peu importe. Mais je pense que c'est important. Et je pense que c'est important. Et peu importe le niveau, c'est-à-dire que, entre guillemets, même moi, à mon petit niveau, en étant très humble, j'essaye de toujours travailler là-dessus. En fait, quand j'ai fini mon entraînement, j'essaye je mets de côté, et dans la mesure du possible, évidemment, mais de
de côté ça, peut-être de faire autre chose et de redevenir un peu le Karl de la vie de tous les jours, ou le Karl qui va peut-être donner un cours en présentiel. Et du coup, je mets vraiment ça entre parenthèses. Et j'ai remarqué que moi, en tout cas, personnellement, ça m'a fait énormément de bien. Et on n'est plus en train de théorie craft sur sa séance. 2 heures après, tu restes dans ta voiture, tu rentres de ton entraînement, tu es 2 heures dans ta voiture en train de regarder ton top 7 et tu te dis, tu essaies de trouver le truc qui n'a pas été, alors qu'au final, tu vas plus perdre du temps et de l'énergie qu'autre chose, en fait. Et je pense que ça aussi, c'est hyper important. Alors après, selon le degré, on va dire, d'implication, bah, n'hésitez pas, tout simplement aussi, certains, s'il y a besoin, à aller directement voir des spécialistes là-dessus, donc prépa mentale ou autre, qui sont justement là pour ça. Quand, évidemment, ils sont compétents, mais je ne doute pas de ça, pour justement vous aider à switcher plus facilement sur cet interrupteur on-off quand c'est nécessaire. Parce que les ressources, elles ne sont pas infinies. Et si vous vous levez le matin, sauf si vous êtes un peu fou comme moi, mais et que vous regardez votre prog et c'est bon, mais sauf si autrement, si vous vous levez le matin et que directement, toute la journée, vous pensez qu'à votre séance et vous commencez à tétaniser un peu à cause de ça, bah, c'est possible, oui, qu'a priori, quand vous allez arriver, l'énergie, la batterie, elle est complètement low et bah, ça va potentiellement mal se passer. Alors que si, à l'inverse, ça ne veut pas dire oublier son entraînement, mais juste garder dans un coin de ma tête que, OK, ça va être tout à l'heure. Pour l'instant, je suis focus là-dessus. Et quand j'y arrive, par contre, je me donne à 1000%. Et bah, il y a de grandes chances pour que ça marche mieux. Pour moi, il faut périodiser. C'est en Ouais. mode, pour moi, il y a certains blocs ou certaines semaines du bloc où c'est limite, tu penses pas à ta séance de la journée, tu arrives à ta séance, tu fais le taf. Il n'y a pas de hype, il n'y a pas de visualisation, il n'y a rien. En fait, juste, je fais le taf et tranquille. Et il y a des moments où, justement, fin de bloc, tu arrives sur ta dernière semaine de picking, je sais pas, tu as des grosses barres à faire. Bah là, par contre, ouais, on s'investit, on visualise la séance, on se met dedans, on se hype. C'est là où, en fait, on cherche à se fatiguer, mais pas. Oh non, on cherche à faire des choses qui vont induire de la fatigue. Mais ça, c'est normal, en fait, c'est de l'implication. C'est de l'enthousiasme, c'est normal. Mais pour moi, il y a des moments où il faut juste faire le taf et se taire, en fait. Genre, ton bloc d'intro, il est chiant parce que c'est léger. Bah écoute, profites-en pour penser à autre chose. Profites-en pour faire ton sport de façon robotique, machinale. Et en fait, quand tu arriveras là sur le bloc intéressant, bah, c'est là où il faudra envoyer de l'investissement, entre guillemets. Après, je dis pas de bâcler ses séances, mais par moment, c'est cool de faire genre juste le taf, quoi. De pas chercher. Je connais des gens qui essaient de toujours maximiser, tu vois, toujours chercher la performance. Et moi, j'ai certains athlètes, je leur dis, mais chef, genre là, juste, tu m'as fait la charge que je t'ai demandé, c'est bien. C'est réussi parce que c'est l'objectif. Par contre, ouais, si on arrive sur ton RPE10 en single et que tu me fais moins ou alors exactement la charge qu'on avait prévue, alors ça va être cool. Mais c'est peut-être ce moment-là où justement, il va falloir que tu sois exigeant envers toi-même et que tu ailles chercher plus haut, tu vois. Pour moi, il faut juste périodiser son investissement, tu vois. Clairement. Faut être stable à l'année, faut avoir une stabilité à l'année, mais il faut l'exacerber à certains moments, tout comme la canaliser à d'autres, tu vois. C'est comme la caféine. Cyclez votre caféine, tu vois. C'est ça. Genre, c'est l'agent stressant, l'agent stimulant, on stresse. C'est comme une vie où on ne peut pas être tout le temps stimulé. Tu peux pas aller au parc Astérix tous les jours, tu vois. Sinon, au bout d'un moment, bah, tu vas être lassé, hein. C'est pour tout pareil, hein, je pense. Tu peux pas manger tous les jours la même chose, enfin tous les jours un McDo, tu vois. Alors, stimule-toi, mais tranquillement. Donc voilà, parce que moi, j'ai connu quand même pas mal de personnes qui se sont sabotées. Je sais pas s'ils font encore de la force, hein, mais qui se sont sabotés de par justement cet effet de surinvestissement, En fait, souvent, c'est les personnes qui veulent tout contrôler, tu vois. Genre, la perte de contrôle, ça leur fait peur, donc ils sont constamment dans l'entraînement, constamment dans ça, parce qu'en fait, la moindre perte de contrôle, c'est la régression, c'est la stagnation, c'est ce qui a une connotation péjorative, tu vois. En fait, le but du jeu, c'est genre d'être un peu comment dire, ce simple d'esprit qui va à la salle. C'est limite, je sais pas si vous avez déjà vu, mais dans certaines salles, il y a des gens, c'est des cracks. Genre en mode, ils ont des perfs de malades, ils ont pas de prog. Ils mettent des gants d'Omios, ceinture d'Omios, ils ont pas de genouillère. Bref, mais juste les gars, c'est des grands malades, ils vont à la salle, ils démontent tout ce qu'ils peuvent démonter, hein, la barre de traction, ils font des muscle-up, enfin ils font tout et n'importe quoi, mais ils sont trop forts. Je pense qu'ils sortent de chez eux, à aucun moment ils pensent à leur séance ou à la séance qu'ils vont faire le lendemain. Parce que justement, je pense toutes leurs ressources, ils les mettent à la salle. Et aussi parce que peut-être ils ont ce côté un peu en mode plus foufou, donc je me pose pas de questions sur ma technique, je me pose. Et en fait, pareil, au lieu de réfléchir, bah, eux, ils poussent. Et c'est le côté où là, pareil, enfin, on rentre dans un autre débat, mais c'est ce côté où
mettez de l'intention dans les choses qui en valent la peine. Et au bon moment, en fait. Choisissez vos moments et choisissez les choses dans lesquelles vous mettez de l'énergie, quoi. Je sais pas si tu as peut-être quelque chose pour rebondir sur ça, mais... Non, 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 très bien. Bah, je te rejoins complètement, hein. C'est vraiment, Ok. en fait, allouer, dédier l'entièreté de ses ressources sur les leviers sur lesquels on peut agir, en fait. Sinon, Ok. Qu'est-ce forcément. que, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, du coup, qui est dans cette phase de burn-out? Encore une fois, on l'a défini, hein, c'est une phase de... Je suis saoulé de l'entraînement et je suis fatigué. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne de mettre en place? Bah là, du coup, je vais carrément prendre un cas concret que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. Là, on va dire le pilier numéro un sur lequel je vais max out, ça va vraiment être l'adhésion, du coup, là, pour le coup. Je vais vraiment essayer de relancer ça le plus possible. Donc là, par exemple, sur ce cas concret, on a switch carrément sur une prog bench only. On est parti sur un format bench only, parce que le format SBD, ça commençait à saturer. On a un peu serré les dents. Et à un moment donné, j'ai vu que c'était trop, donc hop, on arrête. Qu'est-ce En qui se fait, passait? C'était une stagnation, une régression, des douleurs? alors, en vrai, c'est pas nécessairement stagnation, ça bougeait plutôt bien. En fait, c'était un mix de tout. Il y avait notamment un taf, tu sais, le genre de taf un peu étudiant où tu commences à 5 heures et ton sommeil, il est vraiment en dents de scie, c'est plus compliqué. Faut aller s'entraîner le soir, du coup, c'est pareil, si tu galères un peu, t'es cuit. Et il y avait aussi et surtout un passif où malheureusement, cette personne-là, elle avait eu affaire à d'anciens coachs, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, on dit, tu stoppes tout, ta vie, maintenant, c'est la FA, pour être fort, il faut que tu fasses que ça. Et en C'est fait, réel ou pas? Genre en mode, ils ont réellement dit des trucs comme ça ou pas? ce que j'ai compris, oui, en fait, c'était ça, parce que cette personne-là aimait, avant de ce qu'elle m'a dit, en fait, faire un peu de street, voilà, poids de corps, faire un peu de course à pied, et en fait, du coup, m'a Ouais, le expliqué mec, que, il lui a dit non, 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 tu as tout ouais, ça et tu fais ton 4. Ok. ouais, exactement. Du coup, moi, ce que je lui ai dit direct, c'est déjà, moi, jamais je vais t'empêcher de faire ce genre de choses. Alors, par contre, évidemment, si tu me dis que je vais faire un semi-marathon et mon SBD 2 heures Gros, après, gros, gros, je te coupe, je te coupe. Il y a un gars que je coach en ce moment, il me dit quoi? Il me dit ouais, dans 10 jours, je fais un marathon. Le mec, il court pas, hein. Le mec, il s'est non. préparé sur 10 jours, il a tapé un gros marathon là. Bon, j'ai plus de nouvelles de 5 jours, je crois qu'il est mort, mais Karl, si tu passes par là. Après, comment Ah, dirais-je, mais il le tolère, tant mieux, tu vois. non, mais c'est ça, il y a un moment, genre, des fois, il faut même encourager la Ouais, pratique de sport externe. Moi, il y a plein de fois où je dis, mais vas-y, va nager, va courir, va faire bien ton sûr. five et tout, j'en ai pas Mais, peur. mais bien sûr, mais en fait, du coup, je lui ai dit, genre, juste, à la limite, ce que tu fais, c'est que tu me le précises, tu me donnes un peu de contexte quand même, mais fais-le. Va faire des tractions, va faire des dips, faire de la course à pied. Et en plus, ce que je trouve en plus ultra dommage, c'est que il y a quand même aussi pas mal de bienfaits quand physiologiquement parlant, etc., quand tu fais ce genre de choses à côté. Si tu te restreins d'entrée de jeu et même tout court à la FA, et que tu négliges complètement ces paramètres-là, je trouve que c'est dommage parce qu'on sait aujourd'hui que, par exemple, faire juste un petit peu de seuil ventilatoire 1, ça peut être très Ouais. intéressant pour récupérer. Et donc, je trouvais ça, enfin, c'est typiquement ce que faisait cette personne-là. Il ne s'agissait pas de faire des 20 km, etc. C'était juste des petits footings comme ça. Donc, je trouvais ça vraiment en plus dommage parce que c'est ultra bénéfique. Au contraire, justement, c'est souvent l'inverse. Les gens ne vont pas vouloir nécessairement faire du cardio à côté de la pratique. Moi, le premier, je ne trouve pas nécessairement ça toujours agréable, mais j'essaye d'en faire un petit peu. Et je trouvais ça dommage, mais surtout, du coup, pour le principe de l'adhésion. Donc, du coup, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a complètement réagencé la prog. Là, le plaisir commence vraiment à revenir. La hype aussi. Et on jauge en fait comme ça. Je jauge comme ça. Dès que je vois qu'il y a un élément qu'on peut rajouter à l'équation, et parce que le kiff le permet, et on reconstruit là-dessus. Mais du coup, ouais, c'est vraiment comme ça que je me suis pris, relancer le plus possible la donnée, enfin la variable, le levier, agir le plus possible dessus sur l'adhésion à l'entraînement. Et là, pour le coup, le plaisir, effectivement, c'était quelque chose qui était vraiment central en fait. Mm. Moi, je vais avoir comment dire, une expérience un peu différente avec ça. Moi, je pense qu'il y a un moment où en fait c'est irrattrapable. Le mec, genre juste, il veut plus, tu vois. J'ai eu pas mal d'athlètes qui étaient satisfaits de mon boulot, mais en fait, qui, genre au bout d'un moment, ils en avaient marre de la pratique, donc ils me demandent le fameux bloc de transition power building, je sais pas quoi. Moi, je sais que c'est le début de la fin, tu vois. Je sais que Ah ouais. je relancerai jamais parce que quand tu atteins ce stade-là où juste tu veux plus faire ton spécifique, c'est très dur. Donc, généralement, sur un ou deux blocs, ils suivent le power building. Puis après, fin du coaching, le mec, en fait, il veut reprendre la musculation et basta, tu vois. Alors que tu as essayé de faire le nécessaire. Et avant le bloc de power building, forcément, tu t'es creusé la tête et tu as changé mille choses, mais juste, il n'y a plus rien, quoi. Donc, pour moi, il y a un stade où c'est irrattrapable et c'est OK.
tout le monde n'est pas fan du foot, alors que tout le monde a déjà testé le foot une fois, quoi. C'est pas un souci. Donc sur ce point-là, voilà. Maintenant, sur le côté, comme tu dis, hein, adhésion, c'est super important d'écouter son athlète, même que ce soit pour relancer une dynamique ou un enthousiasme, mais surtout pour faire progresser. Moi, j'ai une athlète qui est arrivée chez moi il n'y a pas longtemps. Elle sortait d'un coaching ultra dictatorial, je sais pas si ça se dit, mais en gros, le coach, non, tu ne feras pas de sync, non, tu laisses tes drops au squat, enfin bref, des trucs comme ça. Et moi, elle est arrivée dans le coaching, du coup, méga frustrée en fait, et méga genre en mode, ah ouais, les coachings, c'est pas cool. Du coup, moi, elle était là, est-ce que, s'il te plaît, on pourra faire. Tu sais, genre traumatisée. Ouais. Moi, je lui ai dit, mais chill, tu vois. Non, mais déjà, on va redescendre l'intensité, le volume. Enfin bref, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on va refaire un petit, voilà. On va tout reprendre à zéro. Tu veux faire du SIC? Ben écoute, moi, j'y vois pas d'inconvénient. On a peut-être les France dans 4 mois, mais il y a un moment, frère, si on fait du SIC sur 3 semaines, ça va rien changer. Donc je lui dis, ok, on va faire du SIC. Au bout de même pas, genre 1 mois de sync, elle a déjà genre PR plus je sais plus combien sur son comp soft touch. Tu vois ce que je veux dire? Juste parce que je l'ai écouté et parce que je lui ai fait confiance. Donc à ce côté aussi, donne-moi ce que je veux, donc ton investissement, etc. Et moi, je te donnerai ce que tu voudras. Maintenant, il y a toujours des concessions. Forcément, me demande pas de faire 3 fois de la chest press par semaine. Je te le donnerai pas parce que c'est juste pas dans ma ligne. Enfin, si, je te le donnerai si tu veux, mais tu comprendras que c'est pas bon pour toi, quoi. Donc, à ce côté, je relance une dynamique en écoutant l'athlète, en mettant des adaptations. Pas trop non plus, parce que généralement, c'est un peu le problème des gens qui veulent relancer une dynamique en changeant les choses, c'est qu'ils changent trop de paramètres. Donc, il n'y a plus rien qui est traqué. C'est que, en gros, j'espère que ça va marcher, quoi. Mais moi, je suis pas partisan du bonheur, la chance, quoi. Encore une fois, généralement, moi, la donnée que j'aime bien, la variable que j'aime bien moduler pour relancer une dynamique, c'est vraiment l'intensité. Hein. C'est l'intensité, c'est redescendre très bas, remettre en confiance l'athlète, faire en sorte qu'à chaque séance, il finisse super simplement, que du coup, son estime, son ego, etc. reviennent. Genre en mode, généralement, si tu fais commencer un bloc d'intro, le mec, il va louper aucune barre, il va avoir aucune pression, donc il va être là en mode, ah, j'ai faim des barres. Tandis que si tu le fais tout le temps aller dans le dur, au bout d'un moment, il va tout le temps être confronté à un petit échec postural, technique, au niveau de la perf, etc. Et ce petit échec, en fait, va lui enlever des points de vie à chaque fois, quoi. Alors que quand tu reconstruis une dynamique à partir de très simple jusqu'à très dur, mais que tu sais gérer, dans le sens où tu apprends aussi de ton erreur. Si à un moment, ton athlète, il a été trop dans le dur et qu'il a failli cracher, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mal modulé. Ouais. Donc, apprendre cette erreur, redescendre plus bas. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est une question d'intensité, d'écoute et de modulation aussi. Il y a un moment, tout le monde n'est pas fait pour encore une fois, faire du SBD et à haute fréquence, quoi. Donc, voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur ce sujet? Quelque chose qui te parle à toi au niveau du burn-out, entre guillemets? Tu parles d'expérience perso? Expérience perso, ou même un sujet que tu as envie d'amener sur la table? Si on parle d'XP perso, j'ai pas expérimenté nécessairement ça, mais par contre, la phase un peu où ça commence à partir en sucette, je pense comme beaucoup, je l'ai expérimenté aussi. C'est-à-dire, parce que moi, en fait, je suis vraiment arrivé aussi sur la transition, quand j'ai commencé la FA, où on est passé de très accessible à ça commence un peu à l'être moins. C'est-à-dire que moi, c'est simple, première compétition, j'avais fait le Minima France, et ma deuxième compétition, du coup, troisième, si on nommait les premiers, troisième avec les premiers pas, pardon, c'était les France, en fait, directement. Et donc, en fait, tu es là, tu viens de commencer, et tout de suite, tu te retrouves à avoir une approche en mode je vais au championnat de France, donc je suis au niveau, donc il faut que je fasse ci, ça, etc. Alors qu'en soi, tu es débutant. Tu es débutant. Et du coup, tu as vite fait un petit peu te perdre dans tout ça. Et donc, oui, à un moment donné, c'est vrai que j'étais arrivé un petit peu à ce moment-là où c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Tu es là, tu penses à ta séance toute la journée. Tu vois sur les réseaux peut-être, entre guillemets, ton concurrent qui, lui, il a passé tel PR et tu te dis, tu commences un peu à baliser et tout. Et là, en fait, c'est là où, du coup, il faut se dire, OK, là, ça va pas trop. Donc, il faut que soit tu en parles à ton coach, soit tu fais le travail toi-même. Mais bon, en parler, c'est toujours intéressant. Et après, tu te remets en question. En fait, tu te dis, là, peut-être que ça veut dire que ma source première de motivation, elle dérive sur quelque chose qui est pas optimal. Et peut-être qu'il faut que je me remette en question et que je retrouve quelque chose de beaucoup plus sain qui va me permettre de garder ma relation avec ce sport pérenne, en fait,
dans le temps. Ok, Et c'est ça qui va m'aider à performer, quoi. ok, ok. Bah écoute, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que pour moi, on a fait le tour un peu du sujet. Tu as bien résumé la chose. Donc, écoutez, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. N'hésitez pas à aller voir les réseaux de Karl que je mets en description, comme d'habitude. Moi, je vous remercie parce qu'on fait encore une fois des très bonnes stats sur ce podcast qui débute tout juste, hein, mais donc c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie. Et moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Donc, à la semaine prochaine et portez-vous bien.